Alors bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire spécifiquement pour l'adoption du budget. Pour la séance de 19h, la séance de 19h30, naturellement, on ira avec les taux de taxes, etc. Avant de débuter l'Assemblée, malheureusement, avec le petit incident qui est arrivé à l'Arena, je voulais quand même en parler un peu. Je vais prendre un moment pour vous entretenir d'une triste situation qui touche notre communauté. En effet, hier soir, un malheureux accident est survenu à l'Arena dans le cadre d'une pratique d'une équipe de hockey mineur, des jeunes de l'âge de 11-12 ans. Là. Un jeune garçon a été sérieusement blessé et est hospitalisé depuis aux soins intensifs. On ne sait rien de très précis pour le moment sur son état de santé, on espère juste le mieux. Ce triste événement affecte bien sûr beaucoup de personnes et la Ville est présentement mobilisée pour accompagner et soutenir les membres de l'équipe, les bénévoles de l'Association d'hockey mineur. Le CIUS est également présent et fera une intervention ce soir même auprès d'eux. Toutes nos pensées donc accompagnent ce jeune garçon ainsi que sa famille, ses coéquipiers et toutes les personnes affectées par l'événement. Donc, on va s'en tenir à ça, mais on souhaite vraiment le meilleur pour ce jeune garçon, ainsi que les parents. Donc, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Merci. Avant de faire l'adoption du budget, bien sûr, vous présenter les faits saillants. Ce budget, on l'intitule « Optimiser pour progresser ». La présentation que vous allez voir, on l'a terminée, ça ne fait pas tellement longtemps. C'est quelque chose qui va être sur le site de la Ville. De toute façon, autant la captation ce soir que ce qui est présenté en PowerPoint, ainsi que le discours. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous présenter ce soir les grandes orientations du budget pour l'année à venir. Avec ce nouveau budget, nous poursuivons notre stratégie basée sur des choix responsables en ayant 3 grandes priorités en tête. Assumer nos responsabilités à l'égard de l'environnement et augmenter notre résilience face au changement climatique. Assurer la continuité de notre développement économique sur lequel repose notre équilibre et notre prospérité. Favoriser la mobilité urbaine. Différents facteurs ponctuels ont influé sur ce budget, dont plusieurs sur lesquels nous n'avons aucune prise, à commencer par l'inflation. Il faut en effet savoir que l'IPC dans la région métropolitaine demeure l'un des plus élevés au pays avec une moyenne des variations mensuelles de 5,6. Et ça, c'est pour la période d'octobre 2022 à octobre 2023, indexation sur laquelle se base la majorité de nos contrats. Rappelons que la variation moyenne annuelle était de 1,33 de 2012 à 2020, donc jusqu'à avant la pandémie. Ce haut taux d'inflation se répercute inévitablement sur les dépenses incontournables. À titre d'exemple, l'indexation automatique à l'IPC moyen a un fort impact sur le coût des contrats. À eux seuls, les coûts des contrats pour le déneigement et la gestion des matières résiduelles représentent 17% des augmentations. L'augmentation des taux d'intérêt, quant à elle, crée une forte pression sur les intérêts de la dette, mais bien sûr sur le service de la dette. Nous avons également connu en 2023 un ralentissement marqué des mises en chantier et une nette diminution de l'activité du marché immobilier dont il a fallu tenir compte dans nos prévisions des revenus à venir en 2024. Bref, tous ces facteurs nous ont incités à la prudence et nous ont conduit à prioriser nos investissements. Vous savez, les choses ont bien changé en quelques décennies pour les municipalités. Aux traditionnelles prestations de services, collecte des ordures, déneigement, sécurité publique, aqueducs et égouts, de nouvelles obligations se sont ajoutées et de nouveaux enjeux se sont imposés, notamment en matière d'environnement, d'immigration, d'itinérance, de logement social, etc. Et ce, sans qu'une définition claire des compétences municipales soit établie.
et sans que les sommes nécessaires pour assumer ses responsabilités aient suivi. À défaut d'une aide financière reflétant le poids de ses responsabilités et sans un engagement ferme à long terme du gouvernement, les villes pourraient être appelées à faire des choix déchirants. Pour tout de suite, ce ne sera pas le cas à Saint-Eustache, rassurez-vous. Il est certain qu'en élaborant ce budget, nous devions tenir compte de tous les facteurs précités. Mais malheureusement, parce qu'au cours de la dernière décennie, nous avons pris des décisions qui se sont avérées, pas malheureusement, mais plutôt heureusement, se sont avérées payantes et parce que nous optimisons régulièrement nos méthodes, nous sommes en mesure de conserver notre équilibre et de traverser les tempêtes sans trop de soubresauts. Je passe dès à présent dans le vif du sujet, soit la prestation chiffrée du budget. Le budget équilibré pour l'année 2024 se chiffre à 104,9 millions. Vous pouvez voir à l'écran la répartition des revenus et des dépenses, à débuter par les revenus de fonctionnement et affectation. Voyons à présent la répartition des dépenses. Il s'agit d'une hausse de 7,7 millions par rapport au budget de 2023, qui s'explique, comme je vous l'ai dit plus tôt, par les impacts entraînés, entre autres, par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Parmi les écarts importants dans les coûts, notons les intérêts sur la dette pour près de 700 000 $, les différentes collectes et leurs dispositions, ordures, matières recyclables, compost pour 1,1 million, le traitement des eaux potables et usées pour plus de 600 000 $, le service d'évaluation à l'aube d'un nouveau rôle pour près de 300 000 $, les codes-parts combinés pour les organismes régionaux, la CMM, ALA-RTM, MRC, qui augmentent de 327 000 $, les salaires et avantages sociaux qui représentent près de 3,5 millions. Le reste, soit 1,2 million, concerne des dépenses liées entre autres à l'électricité, aux assurances, aux contrats de déneigement, de pavage et de marquage. Tous ces éléments constituent des exemples de dépenses incontournables sur lesquelles nous avons peu de contrôle, à moins de diminuer les services. Et c'est ce qui est exactement le contraire de ce que réclament les citoyens. Passons maintenant au taux de taxation. Les nouvelles que je vous apporte sont rassurantes, vous allez voir. Comme à l'habitude, nous avons travaillé dans l'optique de respecter la capacité de payer des contribuables. D'autant que nous sommes très conscients que les temps sont difficiles pour plusieurs personnes. Allons-y d'abord avec les taux de taxes par 100 $ d'évaluation pour les différents secteurs. Le taux résidentiel s'établit à 60,25, c'est-à-dire 60,25 en augmentation de 3,11 %, ce qui reste une hausse très modérée dans le contexte actuel. Pour sa part, le taux pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus est fixé à 65,03 en hausse de 3,11. Le secteur agricole connaît pour sa part une augmentation très modérée du taux établi à 78 en hausse de 3,10. Pour le secteur industriel, nous avons réussi à limiter la hausse à 3,80 avec un taux fixé à 1,8360, qui est quand même un taux encore très, très bas dans la région de la Couronne Nord. Établi à 1,8584, le taux pour le secteur commercial connaît une hausse modérée de 3,68. Les taux des terrains vagues desservis pour sa part est établi à 1,2050 en hausse de 3,11. La contribution pour le patrimoine demeure à 1 cent du 100 $ d'évaluation, tandis que la contribution pour l'environnement et la lutte au changement climatique passe de son côté à 1 cent du 100 $ d'évaluation. Permettez-moi ici de faire un aparté. Une immense majorité d'experts et de scientifiques s'entendent pour dire qu'il est plus urgent d'agir. Et sondage après sondage, la lutte au changement climatique continue d'être clairement identifiée comme une priorité pour les citoyens. Nous devons absolument nous donner les moyens de lutter. Comment? D'abord, en réduisant notre utilisation de gaz fossiles, en réduisant les îlots de chaleur, en adaptant nos infrastructures et en faisant en sorte de devenir globalement plus résilients face au changement climatique. Tout ça a un coût et il est élevé. Selon une étude réalisée pour le compte de l'UMQ, le fardeau économique lié à l'impact des changements climatiques pour les villes québécoises se chiffre à environ 2,3 milliards par année, et ce pour les 10 prochaines années.
Les villes et les usagers peuvent faire leur part, mais ils ne pourront pas la faire seuls. Il faut que le gouvernement s'engage à appuyer les villes à la hauteur de l'enjeu. On n'en attend rien de moins. En ce qui a trait aux taxes de service, aqueducs, égouts, déchets, transport collectif, nous tendons à ce qu'elles reflètent les coûts réels. La taxe pour l'aqueduc demeure au même tarif qu'en 2023, à 203 $, un montant qui, vous en conviendrez, demeure très très bas pour l'utilisation de cette ressource. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à comparer deux dépenses mensuelles, une qui donne de l'eau en quantité limitée à toute une famille et une autre pour un seul téléphone intelligent. La première revient à 17 $ par mois, tandis que l'autre n'en coûte pas moins de près de 75 $ en limitant l'accès aux données de surcroît. Le traitement des eaux usées et les différentes collectes de matières sont, comme je l'ai mentionné plus tôt, des secteurs particulièrement impactés par l'inflation. La taxe pour l'égout a donc été fixée à 209 $, une augmentation de 15 $ directement imputable à l'inflation qu'on subit. La taxe pour les déchets passe de son côté de 216 à 225 $, une hausse liée à l'augmentation des contrats de collecte et de gestion des matières résiduelles. Et enfin, la contribution au transport collectif a été ajustée et fixée à 206 $ par unité résidentielle. Je juge très important d'apporter un supplément d'information ici. Cette augmentation est directement imputable au coût du transport en commun dans la région métropolitaine et aux problèmes de gestion que rencontre l'Autorité régionale de transport métropolitain depuis la pandémie. Cette situation pèse de plus en plus lourd sur les 82 municipalités de la CMM qui se partagent la facture. Il faut savoir que l'énorme déficit se chiffre actuellement à quelques 475 millions. C'est loin d'être terminé puisqu'on anticipe un déficit de plus de 2 milliards d'ici 2028. À Saint-Eustache, nous verserons l'an prochain 4 % de plus que la quote-part payée en 2023 pour le transport, pour une facture globale de plus de 3,9 millions. On s'attendait à pire. C'est donc avec un certain soulagement que nous avons accueilli la nouvelle voulant que le gouvernement s'engage à éponger une partie du déficit des sociétés de transport pour 2024, ce qui nous a permis de limiter la hausse de la taxe pour le transport. Cela dit, c'est un soulagement temporaire parce que cette entente ne vaut que pour 2024. Tout reste encore à discuter pour les années subséquentes. Le transport collectif demeurera définitivement un enjeu majeur pour les prochaines années. Les mesures d'atténuation habituelles de la taxe pour le transport collectif s'appliqueront cette année encore pour les immeubles d'habitation à logement multiple. Ce seront donc le 206 $ que je parlais tantôt pour le premier logement et 103 $ pour chacune des autres unités. Voyons maintenant ce que le tout représente pour une maison de valeur moyenne de 328 903 $. Pour cette maison, l'augmentation totale du compte de taxes qui inclut l'impôt foncier, les contributions pour le patrimoine et la lutte au changement climatique, les taxes de service, la taxe sur le transport, se limite à 3,95 % en 2024, un pourcentage bien en deçà du taux d'inflation. Ce que je veux souligner ici, c'est que la hausse de 3,95 englobe tout ça. Il n'y a pas de pourcentage caché, c'est vraiment la ligne dans le bas du compte de taxe total. C'est toujours ça qu'on a présenté. Pour la maison de valeur moyenne, ça représente grosso modo une augmentation de moins de 10 $ par mois. État de la dette. Eh bien, pour conclure ce segment, je vais apporter brièvement le chapitre de la dette qui reste bien contrôlée. En date du 31 décembre 2022, le dernier rapport de la situation financière établissait à 101,4 millions l'endettement total net à long terme à l'ensemble des citoyens, incluant des travaux non encore complétés. Parce que quand on l'a présenté au niveau des états financiers, on était à peu près 99 millions, mais il fallait quand même être très transparent et de parler des travaux non encore complétés. Il s'agit d'une baisse de quelques 11,6 millions depuis 2018, ce qui est une réelle performance dans le contexte. Ceci conclut donc la présentation chiffrée du budget. Passons maintenant au projet pour l'année à venir. Je vous ai parlé de nos 3 grandes priorités, dont l'environnement et la lutte au changement climatique.
En cette matière, nous entendons continuer d'être proactifs en 2024, notamment en poursuivant la plantation d'arbres qui compte parmi les moyens efficaces de lutter contre le réchauffement. Vous vous rappelez que nous avions promis de planter 4000 nouveaux arbres dans le présent mandat. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons largement dépassé cet objectif, car 7000 arbres ont été plantés dans nos emprises de rue et nos parcs, dans le rond-point de Sauvé et dans le parc nature. L'an dernier, nous recensions 1800 résidences qui n'avaient aucun arbre en façade. De ce nombre, il ne reste plus que 175 propriétés à couvrir, ce qui sera fait en 2024. 500 nouveaux arbres seront de plus plantés dans les parcs et les espaces publics. Et force est de constater que les citoyens apprécient nos efforts pour verdir et embellir la ville. Ils sont de plus en plus nombreux à nous en témoigner. Par ailleurs, les propriétaires pourront encore cette année se munir d'un arbre supplémentaire dans le cadre d'une distribution annuelle de quelques 120 arbres. Et pour la 4e année consécutive, le budget prévoit l'acquisition de 2 nouveaux véhicules électriques pour remplacer des véhicules de la flotte légère parvenus en fin de vie utile. On prévoit également l'installation de 2 bornes de recharge double circuit électrique, l'une dans le stationnement du parc Clematin et l'autre à la caserne d'incendie. En parallèle, nous allons aussi poursuivre nos programmes d'aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge résidentielle, l'achat d'une tondeuse électrique, l'achat d'un baril de récupération d'eau de pluie, de même que pour l'achat ou la location de couches lavables. Vous savez à quel point les jeunes sont sensibles à la question de l'environnement et comment ils forment d'idées constructives pour préserver la planète. Nous allons continuer de les encourager en appuyant des projets environnementaux en milieu scolaire. Par ailleurs, nous continuons de viser une réduction massive des matières à enfouir tant pour l'environnement que pour les coûts prohibitifs. Nous avons fait de grands pas en ce sens ces dernières années, mais nous allons intensifier nos efforts en 2024 afin de sensibiliser les citoyens à l'importance de récupérer davantage les matières organiques. Déjà, la réduction du volume des bacs verts de 360 à 240 litres est une incitation en ce sens. Et nous allons également étendre la collecte des matières organiques aux institutions du territoire, à commencer par nos propres bâtiments municipaux. Et l'offrir au CPE, aux écoles, au CLSC, à certains organismes communautaires. Autre bonne nouvelle pour conclure ce segment, l'éco-centre sera désormais en mesure de récupérer le polystyrène, une mesure responsable qui, elle aussi, a un impact vraiment important sur le volume des déchets enfouis. Je vais maintenant vous parler des différents projets prévus en matière d'infrastructure. À ce chapitre, vous savez, tous les projets d'envergure qui sont réalisés ou qui sont en voie de l'être sont rendus possibles par les décisions responsables que nous avons prises. Je pense notamment à l'acquisition du terrain de golf et à celle des terrains de l'autodrome qui ont généré des surplus substantiels à la revente qui viennent profiter directement à la collectivité comme nous l'avions promis. L'achat des terrains du parc nature ainsi que son aménagement sont des exemples parfaits de ces retombées. Et à ce sujet, j'ai une très bonne nouvelle. Les conditions préalables étant pratiquement réunies, c'est en 2024 que nous pourrons enfin commencer l'aménagement des commodités au parc nature. Concrètement, nous débuterons la construction du chalet d'accueil, un bâtiment qui sera éco-responsable et en harmonie avec la nature environnante, et l'aménagement du chemin d'accès et du stationnement. Comme nous avons bénéficié des surplus de la revente des terrains et de subventions très importantes de la CMM, ce projet se réalisera sans aucun impact sur le compte de taxes des contribuables. Ailleurs, sur le territoire, nous devrions compléter cette année le réaménagement du boulevard industriel, tandis que des travaux d'asphaltage seront menés sur la rue Landry, de même que sur l'avenue Mateuse. Les travaux de séparation de réseau seront conduits sur les 43, 44 et 45e avenues, travaux qui, je le souligne, seront largement subventionnés. Nous réservons aussi une cure de rajeunissement à la rue Saint-Laurent qui s'amorcera dans le tronçon compris entre les rues Aymon et Albert. Les travaux prévus comportent l'aménagement d'îlots, de verdure, l'installation de mobilier urbain et le réasphaltage de la rue. Par ailleurs, 2,9 millions seront investis dans le programme d'amélioration des parcs. Nous allons notamment procéder à la réfection des terrains de tennis au parc Chénier et au remplacement du terrain de soccer synthétique au parc Clematin.
Les amateurs de pickleball seront ravis de savoir que nous allons aménager 6 nouveaux terrains au parc de l'école secondaire des Patriotes, ce qui porte l'offre totale à 14 terrains sur le territoire. Et une bonne nouvelle pour conclure sur ce chapitre, qui sera accueilli avec grand plaisir par les propriétaires de chiens. Un nouveau parc canin sera en effet aménagé dans le quartier des Îles, dans le cadre du projet de la ceinture verte. Passons maintenant à notre haute priorité budgétaire, le développement économique. Nous en faisons une priorité parce que c'est la clé de notre équilibre. C'est lui qui nous permet d'assumer nos responsabilités, de développer des projets porteurs et de maintenir un niveau de taxation respectueux de la capacité de payer de nos contribuables. Je vais aborder ce chapitre sur une note résolument optimiste, parce que nous avons toutes les raisons de l'être. Sur le plan commercial, malgré les impacts sévères de la pandémie sur le secteur, on peut observer des signes indéniables de vitalité commerciale. En 2023, 106 nouveaux commerces se sont établis sur le territoire, une hausse de 23% comparativement à l'an dernier. Et le taux de vacances des locaux commerciaux peut être qualifié de vraiment très bas, à 2,2. Il atteint même un seuil historique de 0,8 sur le boulevard Arthur-Sauvé Nord. Au chapitre du développement résidentiel, malgré le ralentissement observé, il y a encore d'intéressants projets en cours et sur la table à dessin. Mais vous savez, l'ère où l'on voyait pousser comme des champignons de nouveaux secteurs résidentiels est pratiquement derrière nous. Nous en sommes à une étape où la rareté de terrain disponible nous amène à repenser la densité. C'est un beau défi à relever. La refonte de notre plan d'urbanisme qui sera complété en 2024 et qui fera l'objet de consultations est d'ailleurs l'occasion parfaite pour approfondir notre réflexion à cet égard. En revanche, sur le plan industriel, les perspectives sont des plus prometteuses. Vous savez déjà que les phases 1 et 2 de l'INOPAC ont connu un succès qui a dépassé nos prévisions les plus optimistes. Nous sommes sur le point de conclure des transactions pour les derniers terrains encore disponibles. Et nous assistons à présent au déploiement de la phase 3. Un promoteur d'envergure, la firme Brocolini, a en effet acquis 2,5 millions de pieds carrés de terrain appartenant à DESA. À terme, l'implantation de grandes entreprises dans la phase 3 favorisera des investissements privés d'environ 150 millions en valeur de construction, dont tout près de 100 millions sont prévus en 2024. Un autre secteur très attractif pour les entreprises est également en cours de développement, soit celui de la côte cachée à l'est, en bordure de l'autoroute 640 et à proximité de l'autoroute 13, qui dispose de près de 5 millions de pieds carrés disponibles. La société Brasswater a en effet acquis des terrains de ce secteur où des investissements très importants sont prévus. Dans ces deux secteurs, des projets extrêmement porteurs sont en cours de développement. Je ne peux vous en dire plus pour le moment, mais je peux vous dire qu'ils sont d'une telle envergure qu'ils pourraient assurer notre équilibre financier pour de très nombreuses années. On prépare le terrain en 2024 au sens propre comme au sens figuré, en prévision d'accueillir les grandes entreprises qui viendront s'y installer. Et parlant de préparer le terrain, nous nous affairons à mettre en place tous les éléments pour déployer la phase 2 de la zone d'innovation agricole. La phase 1, rappelons-le, est dédiée à la ferme-école du collège Lionel Groulx. La phase 2, elle, consiste en la création du parc d'innovation agricole. Les jeunes de la relève pourront y louer des lots de moyenne superficie et cultiver de manière intensive selon des méthodes respectueuses de l'environnement. En 2022 et 2023, nous avons acquis une grande terre et différents lots qui formeront le parc agricole pour l'achat desquels nous sommes pratiquement assurés de recevoir une très importante subvention de la CMM. En 2024, nous allons attacher les dernières ficelles, définir les services qui vont être offerts aux agriculteurs et aux agricultrices et finaliser le montage financier en prévision d'accueillir des entreprises agricoles dès 2025. Chose certaine, ce projet innovant qui constitue une première au Québec se réalisera lui aussi sans aucun impact sur le compte de taxes des contribuables. Et ce, grâce aux subventions, au profit de la revente des terrains de l'autodrome et grâce au partenariat qu'on est à établir avec de grands citoyens coopératifs de chez nous. Sachez que notre équipe économique d'Idées Saint-Eustache est très active sur le terrain pour faciliter la concrétisation de ces projets tant publics que privés. Prendre un petit peu d'eau. En matière de sécurité publique,
Nous allons cette année encore lancer une campagne de sensibilisation aux enjeux de la vitesse au volant. Par ailleurs, pour atténuer ce problème, 12 nouveaux afficheurs de vitesse électronique seront installés sur le territoire, portant le nombre total à 39. Nous allons aussi augmenter le nombre de patrouilleurs à vélo qui seront très présents dans nos rues, nos parcs, nos pistes cyclables et dans le cadre de nos événements. Il a été démontré que cette approche préventive donne des résultats extrêmement positifs et qu'elle assure plus de quiétude et de sécurité dans les endroits publics. Qui dit vélo dit aussi mobilité urbaine, ce qui m'amène au dernier segment de ma présentation. Je vous ai mentionné d'entrée de jeu que la mobilité urbaine figurait dans nos priorités budgétaires. J'avais particulièrement hâte d'aborder ce sujet avec vous, parce qu'il fourmille de bonnes nouvelles. Je vais débuter par le programme d'amélioration du réseau cyclable dans lequel nous allons consacrer près de 900 000 $ en 2024. Une piste multifonctionnelle sera ainsi aménagée sur la 25e avenue Sud entre l'autoroute 140 et la rue Hector-Lantier. Et dans un avenir approché, cette piste sera prolongée pour permettre de traverser l'autoroute 140 de façon sécuritaire. Un lien cyclable va traverser le parc Chénier et relier la rue Saint-Laurent au boulevard P12. Et enfin, la piste du boulevard Lavallée sera prolongée du boulevard Binette jusqu'au parc Nature. Et ce n'est pas tout, j'ai également vous fait part d'une autre très bonne nouvelle. Au terme de nombreuses discussions avec les autorités du REM, tout nous laisse espérer que la piste multifonctionnelle du boulevard industriel sera prolongée jusqu'à la gare de Deux-Montagnes, à temps, pour la mise en service du REM. Je vais poursuivre avec une récente annonce gouvernementale qui nous a réjouis relativement à l'implantation de services de navettes fluviales électriques sur la rivière des Mille-Îles. Il y a quelques années que nous travaillions sur ce projet avec nos partenaires, l'organisme Éco-Nature et les villes membres des MRC de Deux-Montagnes et de Thérèse de Blainville. Or, vous devinez avec quel plaisir nous avons appris que le gouvernement s'engage financièrement en faveur d'un projet porteur qui favorisera l'écotourisme et qui stimulera l'économie locale dans chacune des villes partenaires. Nous allons donc travailler et établir les modalités de ce projet en 2024 dans l'optique d'une mise en service dès 2025. Autre bonne nouvelle en matière de transport collectif, dans le parc industriel, 2 nouvelles dessertes de soir seront mises en place dès le 8 janvier prochain sur la ligne d'autobus 90 afin de pallier le manque de transport collectif pour les quarts de soir. Et pour le confort des usagers, 6 nouveaux abribus seront aménagés, dont 3 sur le boulevard industriel, 3 autres aux intersections des rues Allée du Golfe et Poirier, rue Poirier et boulevard industriel, ainsi qu'à l'intersection des rues Sapin et des Érables dans le quartier des Érables. Parce que la mobilité, ça englobe aussi les déplacements en véhicules motorisés, je termine sur une dernière excellente nouvelle. Depuis des années, vous savez que nous multiplions les représentations pour obtenir du ministère des Transports et de la Mobilité durable l'aménagement d'une bretelle de sortie sur l'autoroute 140 à la hauteur de la 25e avenue. Un carrefour qui connaît une congestion endémique, je ne l'apprends à personne. Jusqu'à présent, le ministère a fait traîner les choses, multiplier les rapports, les objections au projet qu'on lui a présenté et tardait à publier les rapports d'analyse de circulation. Bref, ce projet stagne depuis trop longtemps. C'est pourquoi nous prenons le taureau par les cornes en prenant nous-mêmes en charge le réaménagement du carrefour. Des discussions sont en cours avec le ministère pour permettre, premièrement, le virage en dos vers la bretelle de l'autoroute 640S, deuxièmement, le réaménagement de la sortie d'autoroute à la hauteur de la 25e avenue, et pour finir, la synchronisation des feux de circulation du carrefour. Ce projet sera financé à même le surplus accumulé, donc sans impact sur le compte de taxes des contribuables. Ce qui ne veut pas dire que nous renonçons à la participation financière du gouvernement du Québec, loin de là. Mais on ne peut plus attendre le bon vouloir du ministère. En 2024, nous allons travailler sur les plans et devis. Et si tout va comme prévu, des travaux pourraient même débuter vers la fin de la prochaine année. Notre député est parfaitement au fait de la situation au terme de plusieurs rencontres que nous avons eues avec lui. Il en connaît toute l'importance. Nous comptons donc fermement sur son aide pour que ce dossier évolue sans embûches et dans des délais raisonnables. Je pense que la population de Saint-Eustache a déjà assez entendu. Ce qui conclut la présentation des orientations budgétaires pour 2024.
Bien sûr, je veux me permettre de conclure par des remerciements amplement mérités, à commencer par ceux et celles qui ont participé à cet exercice très rigoureux, soit mes collègues du conseil municipal, tous les responsables de service et de façon particulière les membres de la commission de l'administration publique, des finances et des ressources humaines, avec M. Marc Lamar comme président, Mme Nicole Carignan-Lefebvre, vice-présidente, M. François Bélanger, directeur général, M. Bastien Morin, directeur général adjoint et directeur des services administratifs, M. Martin Roberge, directeur général adjoint et directeur des services techniques et de l'environnement, M. Thierry Vallière, directeur du service de police. Mais la dernière et non la moindre, et bravo pour son magnifique travail, Mme Jocelyne Montreuil, directrice du service des finances et trésorière, qui a réalisé un travail colossal que j'ai le plaisir de souligner. Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement les membres de la direction et l'ensemble du personnel municipal de nous assister avec autant de professionnalisme. Comme vous avez pu le constater, avec ce budget, nos ressources et nos efforts sont optimisés. Nous pouvons clairement progresser et envisager l'avenir avec confiance. En vous remerciant de votre attention, je vous souhaite bien sûr une bonne fin de soirée et vous adresse mes meilleurs vœux à l'approche des fêtes. Alors, merci. Donc, après cette belle lecture, on arrive donc avec l'adoption du budget pour 2024. Écoutez, M. le maire, avant l'adoption officielle, moi, je me permets de prendre la parole pour remercier l'ensemble des collègues autour de la table. C'est un budget extrêmement rigoureux que nous avons fait. Je suis impressionné du travail accompli. Il y a tout un travail d'équipe qui est fait au niveau politique et administratif. Monsieur le directeur général, Mme Montreuil, je ne veux pas répéter tout le monde, mais c'est tout un exercice qui a été fait, puis un résultat que je pense qui est à la hauteur des attentes de nos citoyens. Et je pense que depuis des années, on travaille bien nos dossiers. Puis aujourd'hui, on commence à récolter ce que l'on sème. En plus de faire des investissements massifs dans les différents secteurs, on contrôle nos dépenses, on est rigoureux, il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'administration. Je pense que c'est vraiment un budget complet qui démontre l'effort et le travail qui est fait à la Ville de Saint-Eustache par l'ensemble du conseil de l'administration, puis j'en suis extrêmement fier. Donc, ça me fait plaisir de le proposer. Puis je tiens à vous remercier, M. le maire, pour votre travail rigoureux également. Vous êtes un excellent coach. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, vous en faites la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Oui. Comme à chaque année, je demande est-ce que c'est possible de recevoir cette présentation-là, s'il vous plaît? Oui, mais elle va être disponible sur le site, ça c'est certain, je l'ai dit tantôt. Avec, je pense, mon texte aussi, ainsi que la captation du conseil. C'est bien ça? OK? Effectivement, c'est ça. Merci. Moi, M. le maire, si vous permettez, j'aimerais ça prendre un peu le temps de tous mes collègues pour... J'ai cogité chez moi un petit texte là, par rapport au budget, parce que suite aux rencontres que nous avons eues de travail, je cherchais un qualitatif pour ce budget. Vous avez dit optimiser pour progresser. Moi, j'ai trouvé comme, il est peut-être moins cute, mais responsable. Pourquoi un responsable? Ça identifie l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Le premier élément, c'est votre leadership et vos intentions de limiter le plus possible l'augmentation des taxes. C'est le premier jalon qui relève d'un esprit responsable. Parce que je me souviens, quand on a commencé, vous nous avez dit, écoutez bien, là, les taux d'intérêt, la facture d'épicerie, bref, l'inflation qui touche l'ensemble de nos citoyens. Ça a été une préoccupation que vous nous avez mis dès le départ, quand on est arrivé avec notre liste de projets, parce qu'on est toutes dynamiques, puis on veut faire bien les choses à la ville. Fait que là, vous nous avez dit, regardez la situation économique, puis ce que les citoyens subissent. D'ailleurs, c'est pas évident quand on sait que 47% de la masse salariale 47% du budget, c'est la masse salariale des employés, parce qu'on est une entreprise de service, hein, on peut s'équivaloir à une entreprise de service. Fait que malgré le fait que
ce fait-là, que 47% du budget, c'est la masse salariale, malgré le fait, vous l'avez dit aussi, qu'il y a des augmentations des organismes qu'on ne contrôle pas. C'est sûr qu'on a des beaux retours de la CMM, mais il y a quand même une grosse cote-part de la CMM, une cote-part de la MRC, à Exo au niveau du transport en commun. J'ai vu 3,9 millions de notre facture de transport en commun. Malgré les coûts des intrants, parce qu'on le sait, vous l'avez dit, tous nos fournisseurs, les autres aussi, sont pris là, fait qu'ils augmentent les budgets qu'ils nous imposent d'augmenter pour avoir les mêmes services. Malgré le fait qu'on ait un nouveau rôle, fait que j'ai vu dans l'étude du budget des crédits un par derrière de l'autre qu'on doit dépenser 329 000 pour refaire notre rôle d'évaluation cette année, en 2024. Malgré le fait que pour la première fois, vous avez mentionné 104 millions, mais c'est la première fois que la Ville de Saint-Eustache dépasse le 100 millions. C'est comme un plafond que moi, j'avais jamais pensé imaginer voir depuis 1996. Il me semble qu'en 96, on roulait à 59. Peut-être que Raymond pourrait me répondre. Mais, en 84, on était même pas à 20 millions. Imagine. Puis là, aujourd'hui, M. le maire, vous avez sonné des grelots, 104 millions de budget. C'est toute une responsabilité. Soit une augmentation, il faut le dire, de 8% par rapport à l'année passée. En tout cas, ce que j'ai fait comme mathématiques, peut-être que Mme Montreuil pourrait me corriger en cours de route, mais moi, ce que j'ai regardé, ce qu'on avait comme budget l'année passée et le budget de cette année, c'est une augmentation de 8%. 7,7. 7,7. Ma calculatrice n'est pas rendue à l'arrondi. Okay. Donc, compte tenu d'une augmentation de 7 ce que vous avez annoncé, que notre taux de taxe augmente de 3,10 pour le résidentiel et 3,11 pour le secteur agricole, ou l'inverse, avec un maximum de 3,95, c'est quand même un exercice, il faut le faire, d'être capable de plafonner, puis je me souviens, nous l'avait dit, moi, mon objectif, c'est pas dépasser 4 Fait qu'il a fallu travailler tous ensemble avec la fonction publique pour respecter ça. Fait que je suis bien conscient, étant donné que tous, on est des citoyens de la Ville, moi le premier, que 3,15 ou le coût total de nos taxes, en tout cas chez moi, c'est 3 000 $, plus ou moins. C'est une grosse ponction dans un budget personnel. Il faut le réaliser. On peut être fier de dire qu'on n'augmente pas le budget plus le taux de taxation plus élevé que 3,95, mais quand on le regarde sur notre compte de taxes, bon, ben moi, dans mon cas, c'est plus ou moins 3 000. Mais j'ai toujours eu comme comparable ce que ça me coûte Vidéotron. Puis le service que Vidéotron me donne, ou Bell, peu importe, c'est sûr que c'est essentiel, c'est rendu des services essentiels, la TV, l'Internet, sinon on ne pourrait pas travailler. Mais quand je regarde ce que ça me donne, parce que c'est à peu près 2 500 chez moi, mon coût d'Internet, par rapport à mon coût de taxation qui me donne de l'eau, qui me donne des égouts dans mon cas résidentiel, qui donne de transport en commun, la bibliothèque gratuite, les activités d'art et culture, le déneigement, j'y arrivais, les ordures, le compost, nommez-les, là. Regardez l'implication qu'on a en tant que ville, en tant que service public, puis que je compare avec ma facture de télécommunication, je pense qu'il y en a un qui est pas mal cher, mais c'est pas la ville qui est chère. Donc, je reviens sur l'étiquette de responsable, et vous savez où je veux en venir, que le budget 2024 identifie clairement sur chaque compte de taxe que dorénavant, 1 sou du 100 $ d'évaluation sera consacré au dossier des changements climatiques et de l'environnement. Je pense que c'est d'être responsable de vraiment l'identifier, ce sou-là. Ça a été un débat, on en a discuté. Bon, il y a des choix à faire. Autant on a un sou pour le patrimoine qui est notre identité bien distincte au niveau de la ville. Je pense que c'est d'être très responsable aussi de dire dorénavant, il y a un sou qui va être spécifié à l'environnement et les changements climatiques. J'étais d'accord avec mon collègue du quartier des Îles, M. Tessier, quand il a dit « Oui, mais faites attention, ça prend un fonds
pour les intempéries. Fait que les changements climatiques, finalement, il faut agir pour réagir aux problèmes qu'on peut avoir, mais il faut aussi agir pour prévenir, changer le courant de la chose. Fait que oui, effectivement, un sous-là prévoit, ou à tout le moins, conserve le fait qu'on a un fonds d'urgence pour intervenir. Changement climatique, ça veut dire peut-être plus de sel, plus de déglaçage à faire dans nos routes parce qu'il y a ça des pas de glace alors qu'avant, il y avait 10 pieds de neige. Hein? C'est ça la réalité qu'on a aujourd'hui. Hein? Fait que c'est important d'avoir ce fonds-là. Mais aussi, il faut faire des actions pour atténuer le changement climatique. Vous l'avez énuméré, comme la plantation d'arbres. Moi, j'en suis très fier de vous accompagner, Monsieur le maire, pour dire qu'on a planté 5000 arbres. Pour moi, c'est une fierté. Encore plus fier de voir enfin, parce que depuis 1996 que je parle du fameux carrefour qu'il faut embellir. Enfin, on n'aura pas juste une pelouse jaune en été, mais on va avoir peut-être des arbres qui vont bien pousser. Mais c'est aussi le changement climatique, c'est changer nos façons de faire. Peut-être que le règlement sur l'arrosage, va falloir le revoir. Peut-être qu'il faut faire de la sensibilisation pour un meilleur compost, parce que mon visionnement, c'est que c'est pas tout le monde a un bac brun, mais c'est pas tout le monde qui le met sur le bord de la rue. Fait qu'il y a peut-être des mesures importantes quand on parle d'un sous à faire pour sensibiliser la population que l'importance de modifier nos habitudes de vie. Vous avez mentionné que le bac vert passait de 3,60 à 2,40, mais le bac brun, c'est un 2,40. C'est lui qu'il faut remplir en premier avant le 2,40 de bac vert. Fait que c'est toutes des actions qu'on va pouvoir faire avec ce qu'on a comme dans le budget. J'aime citer le directeur de nos usines de traitement de l'eau, M. Fortier. Il m'a fait réagir, puis je pense que c'est important. Je le cite. « Nous devons retourner à la rivière l'eau d'une qualité comparable à l'eau que nous avons prise. » On sait quel genre d'eau on pousse vers l'usine d'épuration. J'ai pas besoin de vous faire d'une image, mais là, il faut qu'elle sorte là, de même qualité que quand on la prend à côté de la rue Chénier. C'est tout un travail. Ça veut dire aussi qu'il faut garder en tête qu'au niveau changement climatique, qu'au niveau environnement, on a du travail à faire, la mise à niveau de l'usine d'épuration. Je ne veux pas dire qu'il faut la faire demain matin, mais c'est des choses qui nous pendent au bout du nez. Bref, au mois de mai 2023, on a reçu un rapport sur les changements climatiques qui inclut un plan d'action détaillé d'intervention pour la ville. Et à ce titre, et pour la suite des choses, je crois que le 1 sou identifié de la taxe est utilisé à des actions environnementales, donne un message très clair aux citoyens et donne à nous, les élus et fonctionnaires, une obligation d'agir. Je suis heureux de dire que dans nos travaux, on a été unanime à dire oui, il faut aller de l'avant. On est avant-gardistes, on est visionnaires tous, de dire que oui, l'environnement, c'est important. Oui, il faut mettre le sou, faut le geler, le sou, pour les changements climatiques. C'était ça l'objectif. Donc, ainsi, la volonté d'imiter la hausse du compte de taxes en deçà de l'inflation et le sous consacré à des mesures environnementales me permet d'affirmer que nous avons un budget 2024 qui correspond à un geste responsable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, M. le maire. Merci, mais le titre que vous disiez, être responsable, je vais faire un mariage, moi, avec mon titre. Pour réussir à optimiser et progresser, il faut être responsable. Ah. Ça vous va? C'est bon. Oh oui, moi, je suis acheteur. OK. Ben, merci beaucoup. Monsieur le maire, moi, Oui. j'ai un petit commentaire, mais beaucoup moins long que mon collègue. Tu as endormi? Mais écoutez, moi, je voulais juste dire que je suis étonné, agréablement étonné, de la constance que l'on a depuis les 24 dernières années, parce que c'est mon 24e budget. La constance de la rigueur qui permet de rencontrer un engagement que nous avions pris, vous allez vous en souvenir, chers collègues, en 2000, lorsque c'était même pas un sujet d'actualité, mais nous avions produit notre code d'éthique. Et dans lequel code il est inscrit que nous nous engagions à dépenser chaque dollar là où il rapporte le plus aux citoyens. 24 ans plus tard, chaque
dollars que le citoyen, la citoyenne a investi en taxes lui a nettement rapporté à l'endroit le plus favorable pour lui. Une constance qu'on voit à peu près plus nulle part. Ça m'épate, j'en suis extrêmement fier. Votre rigueur contribue énormément à cette atteinte-là et je ne peux que vous féliciter pour ce très beau budget. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc, maintenant, on arrive à l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026, dont les membres du Conseil avaient traité, là, ça fait quand même plusieurs semaines. Donc, je vais le proposer. Merci. Il faut décider de la modalité de la distribution du résumé du budget du programme triennal des immobilisations. Donc, on fait la publication sur le site Internet de la Ville et dans le journal L'Éveil. Pour les deux, autant pour le budget que pour le programme triennal d'immobilisation. Un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Merci. Maintenant, pour les citoyens qui sont présents, si vous avez des questions, c'est le temps. Oui. Bonjour, mon nom est Guy Gagnon. J'ai en réalité 2 questions. Oui. Si vous me permettez. Oui, madame. Vous pouvez venir juste en avant, monsieur, si vous voulez. On va mieux vous voir. On va mieux vous voir. Je préférais en arrière, mais c'est pas grave. Monsieur le maire, les conseillères, conseillers, bonsoir. Je me présente. Mon nom est Guy Gagnon. Je suis citoyen du quartier de la Seigneurie. Et je voulais parler un petit peu de notre parc ce soir. J'ai vu dans le budget que vous aviez des projets pour nos parcs. Et je suis venu pour vous parler un petit peu de notre parc. Donc, dans notre quartier, on a un parc, le parc Pierre-Laporte, Oui. qui malheureusement n'a aucune infrastructure permanente. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de local, il n'y a pas de toit où les gens peuvent s'abriter, soit pour des activités l'hiver ou même... désolé. À mon aise. Bon. Donc, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, ce qui se passe, c'est que l'hiver, l'automne, le printemps, l'usage du parc est très limité. Dans notre quartier, on voit qu'il y a beaucoup d'entrain dans l'été. Le parc est bien utilisé, mais malheureusement, l'hiver, il ne l'est pas. Donc, dans le cadre de vos projets de parc, la première question était, puis je vais poser les 2 questions pour y répondre en même temps. Est-ce que notre parc a été considéré dans l'établissement des projets de parc? Et si oui, quelles étaient les propositions? La deuxième, c'est, ça va dépendre un peu peut-être de la première réponse, mais la deuxième question est, quelle est la procédure pour que les citoyens puissent se mobiliser pour manifester justement l'intérêt de faire l'implantation d'un chalet dans notre parc pour justement qu'il soit utilisé là, à l'année, non pas juste aux 6 mois. OK. Merci. Ben, disons que présentement, dans le programme triennal d'immobilisation, il était identifié une infrastructure qu'on appelle... comment je pourrais bien dire, un bâtiment de service, pas un chalet, là, très honnêtement. Ben, écoutez, j'ai appelé ça un chalet, mais... Non, mais on n'a pas indiqué chalet. Un bâtiment accessoire, un peu comme l'exemple que je peux vous dire, je ne sais pas si vous le connaissez, au Parc Sacré-Cœur, il y a ce genre de bâtiment-là où peuvent être entreposées des choses, des équipements que les gens utilisent pour jouer au shuffleboard ou ces choses-là. Présentement, c'est la chose qui a été planifiée. Est-ce que ça deviendra un chalet? Ça peut dépendre de l'espace financier, ça peut dépendre à quel endroit. Il y a aussi, moi je ne sais pas par cœur, M. Bélanger, mon niveau, il faut de l'eau, il faut des égouts. S'il y a, par exemple, un petit chalet avec toilette, avec... Bon, j'imagine que ça, c'est une chose qu'il faut que soit pensée
pour qu'il soit installé au meilleur endroit pour les meilleurs coûts, puis et où l'eau la plus proche, en tout cas où passe le tuyau, moi je ne sais pas par cœur, et c'est la même chose pour les égouts. Alors présentement, c'est comme ça que c'est inclus dans le programme triennal d'immobilisation. Ce n'est pas un chalet, c'est un bâtiment accessoire. Pour l'instant, c'est ça qui avait été indiqué. OK. Et la deuxième question, pour faire amener justement l'idée d'un chalet qui peut être utilisé à l'année par les citoyens, soit comme salle d'accueil ou même juste une place pour que les gens puissent aller attacher le patin s'ils veulent aller jouer dehors ou quoi que ce soit. Là. Bon, en fait, la procédure, c'est bien sûr que vous avez une représentante là, qui est une conseillère. J'avoue qu'elle en a déjà parlé. Là. C'est pas parce qu'elle n'a pas fait son devoir dans ce sens-là. Bon, je pense que ça, c'est la meilleure procédure. C'est à nous de l'évaluer. La grosse différence entre un chalet puis un bâtiment accessoire, bon, naturellement, il y a une différence au niveau du coût, au niveau de la grandeur. C'est l'entretien régulier après. Ça, mettons, si on parle juste de l'entretien au niveau de la conciergerie, par exemple. Tu sais, un tel bâtiment, là, quand il y a des toilettes, des choses comme ça, les bâtiments qu'on a comme ça dans la ville, mais naturellement, il y a de la conciergerie qui est faite. C'est tout ça la différence. C'est aussi le rendre accessible. À l'intérieur du parc Pierre-Laporte, je ne pense pas que ce serait possible, en tout cas, ce serait assez difficile de faire un stationnement près d'un tel bâtiment. Ça, il y a quand même un enjeu à ce niveau-là. C'est des choses comme ça qu'il faut que le service du génie analyse. Puis après ça, bien sûr, c'est le conseil municipal, quand on fait l'adoption d'un prochain programme triennal d'immobilisation, comme l'an prochain ou une année subséquente, qui décide si on met les sous pour une telle construction. C'est comme ça que ça se passe, là, définitivement. Okay. Merci. Est-ce que je peux ajouter, Monsieur le maire? Oui, rapidement. Merci. Premièrement, c'est parce que là, vous avez nommé un stationnement. Il n'y a jamais été question dans les demandes que j'ai faites d'un stationnement. Les gens sont habitués d'être stationnés dans la rue, donc je pense que ça n'a même pas... il y a aucun lien. Puis, bien franchement... tant qu'à avoir de l'entreposage, parce que c'est un peu un bâtiment d'entrepôt que vous parlez, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait entreposer. C'est pas ça qui est le besoin dans le quartier. C'est d'avoir un endroit où est-ce que les gens peuvent se réunir, mais surtout avoir des toilettes à l'année. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises d'avoir une patinoire ou un anneau de glace. Et la raison pourquoi on m'avait dit que c'était pas possible, c'est parce qu'il fallait avoir de l'eau. Donc, ça serait de mettre de l'argent vraiment au vidange que de faire un bâtiment seulement d'entreposage. Une infrastructure pour faire de l'entreposage, c'est pas nécessaire dans le quartier. La chose qui est calculée à date, là, parce que je voulais quand même être honnête avec M. Gagnon, le bâtiment accessoire que j'appelle, il y a aussi toilettes là, à cet endroit-là. Okay. Toilettes, eau, accessible, aqueduc, ça, c'est inclus à l'intérieur du bâtiment. Après ça, c'est une question de grandeur. C'est sûr qu'un bâtiment accessoire, c'est pas la même grandeur qu'un chalet, donc mais comme j'avais mentionné, peu petit pour faire des réunions. Ça peut être possible, mais c'est tout petit, là. Mais comme j'avais mentionné, tant qu'à faire les choses, aussi bien de les faire bien tout de suite en commençant, plutôt éventuellement être obligé de l'agrandir. Donc, on a déjà les plans du chalet du Boisé des Moissons. Ça peut être plus petit que ça aussi, mais je pense que ça serait... le quartier mériterait d'avoir un chalet digne de ce nom. C'est sûr que faire un chalet... Si c'était le vœu du conseil, c'est assez difficile de le faire plus petit que Boisé des Moissons, là, honnêtement. Là. Tout à fait. Pour qu'il soit vraiment fonctionnel, là, c'est difficile de le faire plus petit que ça. Ça répond, monsieur? Ça répond. Merci beaucoup, monsieur. Vous dites que si c'est le désir du conseil, mais c'est le désir des citoyens du quartier. Merci, monsieur Gagnon. Donc, on a terminé avec la période des questions. Donc, on va faire la levée de la première séance, s'il vous plaît. Je vais proposer la levée.